Dans une interview exclusive avec les leaders d'opinion américains de l'époque, Mike Pompeo affirme que le président Trump a contribué à changer la perception du monde sur le Parti communiste chinois. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Depuis des années, les dissidents chinois lancent des signaux d'alarme aux États-Unis et dans le monde entier au sujet du Parti communiste chinois, de ses graves violations des droits de l'homme et de la véritable nature du régime. Nous les avons ignorés, nous avions d'autres défis à relever, nous étions engagés dans une campagne antiterroriste très sérieuse, à juste titre. Et nous avons pris conscience de cette énorme menace et désormais, elle plane sur nous. C'est maintenant à l'intérieur des murs, le Parti communiste chinois est ici, en Amérique. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré à Jean Jekielek, du journal The Epoch Times, que l'influence du PCC s'exerce désormais au sein du gouvernement américain, des institutions de recherche et des écoles. Pendant longtemps, les dirigeants américains ont négligé que cela se produisait, donc je pense que les gens ne pouvaient pas le voir ou le sentir, ou que leurs dirigeants leur disaient « Non, ce n'est pas grave s'ils volent des millions d'emplois à des gens du Kansas ou des inventions en Iowa, ou s'ils volent une technologie inventée dans la Silicon Valley ou dans le quartier de Boston. » Les dirigeants américains ont dit « Tout va bien, nous allons gagner un joli pactole, ne vous inquiétez pas. » Il a déclaré que le président Donald Trump avait compris dès le début l'échec de la politique d'engagement de 50 ans. L'administration Trump a commencé dans toutes les disciplines à faire tourner le navire dans la bonne direction pour que l'Amérique fasse à nouveau ce qu'il faut et se protège de cette menace communiste en Chine. Avant d'être élu, M. Trump a souvent fait des commentaires sur la Chine dans le cadre de sa participation à des émissions de télévision. J'ai remarqué que la Chine profite et abuse de nous. Ils manipulent leurs devises. Ils nous volent tout, et pas seulement un peu. Ils nous volent un grand nombre de nos emplois. Ils fabriquent nos produits. Nous reconstruisons la Chine. Il a décrit la politique chinoise de l'administration Trump comme étant méfiance et vérification, comparée à la politique de l'Union soviétique de Ronald Reagan qui consiste à faire confiance mais vérifier. Chaque expérience que j'ai eue, au cours de mes 6 années de membre du Congrès, et maintenant 4 années de service dans l'administration Trump, laisse penser que tout ce qui vient du Parti communiste chinois, sauf ce qui est affligeant, est de la folie. Ils ont rompu promesse après promesse après promesse. Pas seulement des promesses aux États-Unis, des promesses au monde, des promesses au peuple de Hong Kong, des promesses à leur propre peuple en Chine continentale, une promesse au président Obama qui affirme qu'il ne militariserait pas la mer de Chine méridionale. Temps après temps après temps après temps, le Parti communiste chinois promet que s'ils ont un problème de virus, ils le révéleront, et la liste est sans fin. Ils n'ont toujours pas, à ce jour, permis à l'Organisation mondiale de la santé de commencer son enquête sur l'origine de ce virus, et pourtant ils ont promis qu'ils le feraient. Il a ajouté qu'il n'y avait pas moyen de revenir sur les politiques antérieures vis-à-vis de la Chine. Le président Trump l'a constaté lorsqu'il a commencé sa campagne et ensuite lorsqu'il a accédé à son poste. Nous avons maintenant fondamentalement changé la façon dont je pense que l'Occident perçoit la Chine, et pas seulement les États-Unis. Même si vous observez l'Europe, l'Australie et l'Asie du Sud-Est, ils le savent aussi. Ils savent que le Parti communiste chinois ne fait rien de bon. Il a ajouté qu'il n'y avait pas moyen de revenir sur les politiques antérieures vis-à-vis de la Chine. Ces jours-là sont révolus. Je pense que les gens ont vu aussi, avec ce virus de Wuhan, je pense qu'ils ont vu de près la nature du régime dans le monde entier. Mais personne n'y retournera. Aucun être humain qui peut voir qu'il soit en Indonésie, au Vietnam ou à Singapour, personne n'ira plus jamais reconnaître que le Parti communiste chinois est bon. Il le voit clairement. Je suis convaincu que la pression qui s'exerce maintenant sur le Parti communiste chinois est réelle. Le vrai visage du Parti communiste chinois a été dévoilé. En ce moment, la confusion règne encore autour de ce qui s'est passé dans la capitale le 6 janvier. Nous avons parlé à un témoin sur place. Voici son récit. David Zhang était en route pour le Capitol Hill quand il a entendu parler de la brèche. À la mi-journée, vers 14h30, nous avons commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles des gens étaient là-bas, et des coups de feu ont été tirés, des gens ont été blessés. Zhang fait référence à l'incident survenu en début d'après-midi le 6 janvier. Alors que le Congrès se réunissait pour compter les votes électoraux, un groupe de manifestants a fait irruption dans la Capitole, interrompant le débat. Un manifestant a été abattu et est décédé par la suite. À l'extérieur du bâtiment, tout le monde n'était pas au courant qu'il y avait une brèche. Tout le monde était encore dans cette humeur joyeuse en pensant qu'ils allaient juste effectuer une marche pacifique vers le Capitole. Mais alors que nous marchions, nous avons commencé à courir vers le Capitole, nous voulions être sûrs de pouvoir filmer ce qui s'y passait. Zhang est un influenceur, il filmait pour sa chaîne YouTube de commentaires sur la politique. Il a vu plusieurs policiers sur sa route. Et lorsqu'il est arrivé au Capitole, il y avait une marée humaine. Personne n'avait vraiment d'idée précise sur ce qui s'était réellement passé. Les gens se tenaient juste là et attendaient des nouvelles.
Là, une femme lui a montré une vidéo du personnel médical essayant de réanimer un manifestant. C'est là que le gars est tombé après s'être fait tirer dessus par des balles en caoutchouc. Je le vois bien ici. Et nous ne savons pas s'il est en vie ou non. Il a ajouté que la police anti-émeute était présente et que la plupart des gens se tenaient simplement paisiblement à l'écart. La plupart des gens qui étaient là étaient juste debout. Beaucoup de gens chantaient des chansons, surtout l'hymne national. Et à un moment donné, ils ont sorti un énorme drapeau américain qu'ils ont accroché sur un des échafaudages. Il n'y avait donc pas vraiment de violence ou de mauvaises intentions à ce moment-là. Zhang pensait que quelque chose de viol pouvait arriver et voulait le filmer. Mais la foule autour de lui est restée paisible. Il est parti vers 16 heures. Les élections du Sénat en Géorgie se terminent. Le démocrate Jon Ossoff a déclaré sa victoire, mais le sénateur perdu n'a pas cédé. Dans l'autre course, la sénatrice Lefleur cède à son adversaire démocrate. Dans un message vidéo posté jeudi dernier, la sénatrice Kelly Lefleur a fait ses adieux au Sénat. Malheureusement, nous avons été un peu à court lors du second tour des élections et plus tôt dans la journée, j'ai appelé le révérend Warnock pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance pour servir ce grand État. La course entre les deux était serrée, comme prévu. Le challenger démocrate Raphaël Warnock a finalement remporté 83 000 voix de plus que Lefleur. Warnock a rapidement déclaré sa victoire le soir de l'élection. Nous avons retourné la situation dans cet état et il a fallu beaucoup de mains pour le faire. C'est la conséquence d'avoir donné la parole aux gens, très franchement. Quant à la course de Jon Ossoff et du sénateur David Perdue, la marge est encore plus faible. Dès vendredi après-midi, une marge de 1%, soit 45 000 voix séparent les deux. Ossoff a déjà déclaré sa victoire et a modifié son statut sur Twitter en sénateur élu. Warnock a fait de même. Cependant, Perdue n'a pas encore cédé, il a seulement affiché une déclaration de sa campagne qui dit « C'est une élection exceptionnellement serrée qui demandera du temps et de la transparence pour être certain que les résultats soient justes. » Et qu'ils épuiseront toutes les ressources légales pour garantir l'intégrité des élections. Le soir du 3 novembre, Perdue devançait Ossoff par près de 90 000 voix. Mais maintenant, il semblerait qu'il y ait eu un volte-face en faveur de Ossoff. Si Ossoff prête serment aux côtés de Warnock, cela signifie que l'administration Biden dirigera en douceur. Avec un Sénat divisé à 50-50, la vice-présidente élue Kamala Harris aura la voix décisive pour faire passer une nouvelle législation. Tous les comtés de Géorgie ont jusqu'à la fin de la journée pour terminer le décompte des bulletins de vote provisoires, des bulletins de vote étrangers et des bulletins de vote militaires. Le bureau du secrétaire d'État a déclaré à NTD que les résultats définitifs seront certifiés d'ici le 22 janvier, mais que cela pourrait être plutôt en fonction de la rapidité avec laquelle les comtés certifient leurs résultats. L'Assemblée de l'État de New York est chargée d'une proposition controversée. Elle permettrait au gouverneur de détenir ceux qu'il considère comme un risque pour la santé. Nous avons demandé à des experts ce qu'ils en pensaient. S'il est adopté, ce projet de loi permettrait au gouverneur Cuomo de faire détenir les personnes susceptibles de présenter un risque pour la santé. Aucun mandat ne serait nécessaire. Les personnes pourraient être détenues jusqu'à 60 jours. L'entrée en vigueur serait lorsque l'État déclare l'état d'urgence. Les personnes présentant un risque pour la santé d'autrui pourraient être celles qui ont été en contact avec une personne dont le test de dépistage est positif. Ils ne doivent pas nécessairement être eux-mêmes testés positifs. Si une personne détenue demande à être relâchée, le centre de détention dispose d'une semaine pour obtenir un mandat d'un juge avant de devoir la relâcher. Nicolas Giordano, professeur de sciences politiques, affirme que ce projet de loi va directement à l'encontre de la Constitution des États-Unis. L'État pourrait venir vous chercher chez vous sans ordonnance judiciaire, sans mandat ou sans rien de ce genre. Ils peuvent vous emmener sans qu'aucun crime n'ait été commis et ils peuvent vous garder jusqu'à ce qu'ils estiment que vous ne représentez plus une menace potentielle. Il s'agit donc d'une violation flagrante de la Constitution américaine. Quand on regarde ce que le coronavirus a fait, il a en gros brisé la Constitution américaine dans notre réponse au virus. James Lindsay est un auteur et chroniqueur politique. Il est d'accord avec Giordano sur la nature violente du projet de loi. Tout d'abord, c'est absolument inconstitutionnel. C'est le genre d'extension du pouvoir dont tout le monde devrait être extrêmement préoccupé et inquiet. Cela donnerait le pouvoir au gouverneur de détenir des personnes en fonction de son opinion sur la question de savoir si quelqu'un constitue oui ou non une menace pour la santé publique, surtout dans les circonstances actuelles. Les personnes avec lesquelles nous avons parlé à New York ont également dit qu'elles étaient inquiètes à propos de ce projet de loi. Je pense juste que c'est fou que les gens ne devraient pas avoir autant de pouvoir. Où vous arrêtez-vous alors ? Ils peuvent juste tout contrôler. Le projet de loi a été déposé et se trouve maintenant devant la commission de l'Assemblée.
Plusieurs villes chinoises ont été mises en quarantaine. Si un résident franchit la porte, tous les autres habitants du même bâtiment seront obligés de déménager et de payer pour leur mise en quarantaine. Les habitants de Dalian City vivent un cauchemar après qu'un homme soit sorti pour ramasser un colis. Dès que l'homme est rentré chez lui vendredi, la police locale l'a arrêté. Les policiers, qui portaient des masques et des blouses, ont crié et pris des photos à son domicile. Les autorités ont découvert qu'un homme d'une trentaine d'années était sorti chercher ses affaires à 12h50 le 7 janvier. Il vivait au 20e étage de l'unité 1 de l'immeuble d'habitation numéro 8 dans le quartier de Fujian-Newland. Maintenant, tous les résidents de l'immeuble numéro 8 doivent être à nouveau mis en quarantaine pendant 21 jours. Lily dit que les policiers ont envoyé le jeune homme directement dans un centre de quarantaine, avec d'autres personnes qui, selon eux, auraient pu contracter le virus. Chaque personne au centre de quarantaine doit payer une taxe, équivalente à plus de 1 000 $ américains par personne. Selon Lily, c'est ainsi que les policiers se font de l'argent pendant la pandémie. Dans la ville de Shijiazhuang, un résident se serait suicidé après avoir fait faillite jeudi. Juste après que le gouvernement de la ville ait imposé un confinement, un résident a sauté d'un bâtiment en plein désespoir. Il est rapporté que le résident n'a pas pu rembourser ses dettes après l'échec d'un projet d'investissement. La tragédie a eu lieu près du district de Gaocheng, l'une des régions du pays présentant le plus grand risque d'infection. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.